grâce aux États-Unis, j'ai travaillé beaucoup, presque 15 ans chez Sony. Donc, et toujours dans ma tête, pardon, mais dans cette tête, c'est là au-dessus, là, l'idée d'être entrepreneur, c'est-à-dire de tester des nouvelles technologies et de tester des trucs que personne n'avait vus. Alors le premier, et ça c'était, je vais raconter des histoires, c'est fantastique. Le premier c'était ITAC, ça faisait partie du groupe Sony, qui était basé à Londres, donc j'étais directeur général pour l'Europe. Et ITAC, en 1996, faisait de la carto numérique. Donc, c'est-à-dire, on prenait les cartes, on avait des gens qui étaient dans les voitures, qui regardaient, voilà, à droite c'est un sens interdit, à gauche c'est on ne peut pas tourner. En fait, donc on prenait toutes les informations, ce qu'on appelait le turn by turn. Vous comprenez, je pense, tous l'anglais, je ne vais pas traduire comme turn by turn. Et donc on faisait de la carto numérique pour faire du GPS, système de GPS. Donc en 1996, j'ai sorti le premier système GPS au monde, avec Bosch en Allemagne qui faisait ça pour Mercedes. Et donc j'avais une voiture à ma disposition à Londres, et la voiture avait le système de navigation. Le problème qu'on avait à l'époque, c'est que c'était la guerre du Golfe, et donc les Américains s'amusaient, si je puis dire, avec le signal GPS. Parce qu'ils ne voulaient pas que au niveau de la guerre du Golfe, tout le monde sachait précisément où ils étaient, tout ça. Donc l'astuce de Sony a été de dire qu'on allait mettre un capteur dans chaque roue, et qu'ensuite on avait un algorithme qui calculait ce qu'on appelait le map matching, donc c'est-à-dire par rapport à la carte, la possibilité de remettre le signal sur la carte en fonction des 4 capteurs et en fonction du GPS. Donc on avait quand même une précision assez importante, mais qui était à plus de 100 mètres, alors qu'aujourd'hui on est à 10 mètres. Donc, vous voyez, donc c'était quand même pas fantastique, mais c'était le premier. Et c'est ça le message qui est très important, c'est qu'il faut toujours avoir un premier, ce qu'on appelle aujourd'hui grossièrement un POC, un Proof of Concept, donc une preuve du concept. C'était vraiment un succès qui a été immédiat. Bon, maintenant vous savez, toutes les voitures, je ne sais pas s'il y a des voitures aujourd'hui qui n'ont pas de GPS, mais ou au moins vous avez le téléphone portable. En fait, la techno et l'algorithme que Sony a inventé est maintenant utilisé par tous. Et pour vous montrer la boîte qui gère l'intelligence artificielle et qui gère aussi ce qu'on appelle la mécatronique, c'est-à-dire le déplacement des membres d'Aibo. Par contre, je vais allumer celui-là, comme ça il va rester là avec moi, il jouera avec sa balle. Et donc là, c'était une révolution extraordinaire, 99-2005, avec intelligence artificielle qui a été créée par Sony. Donc au niveau OS, on est sur un OS en temps réel qui s'appelle Aperios. On est sur une mémoristique. Donc on a une mémoristique, comme ça pour ceux du fond, c'est bon, vous la voyez. Mémoristique Sony qui, bien sûr, n'existe plus aujourd'hui, mais parce que maintenant, ils viennent de relancer un Aibo chez Sony, mais qui n'a plus de mémoristique et qui utilise uniquement le cloud. Un petit peu plus intelligent, mais à l'époque, on n'avait pas le cloud. Alors, je vais juste poser le micro et vous décortiquer l'Aibo pour vous montrer ce que c'est qu'en fait à l'intérieur. Lui, il va faire la lessive jusqu'à ce qu'on joue avec lui. On peut interagir avec lui. On peut lui dire qu'on est content, donc on caresse, il va être content. Voilà. Et puis là, au fur et à mesure qu'il va s'habituer à sa table et tout ça, il va aussi aller jouer avec sa baballe. Je vous rappelle que c'est en 2000 qu'on l'a sorti celui-là. Donc en 2000, avec le Wi-Fi, pour pouvoir le suivre comme ça, avec le nez, la caméra qui est dans le nez, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà, vous voyez, il va jouer avec sa balle. Comme ça, il est tranquille. Voilà. Par contre, là, je vais vous demander de ramasser parce qu'il va être frustré sinon. Allez, juste que je fasse un petit peu attention qu'il ne saute pas, mais en frontal il ne va pas sauter parce qu'il a un capteur à ce niveau-là qui va lui dire qu'il y a un précipice. Par contre, il n'a pas de capteur derrière, donc c'est surtout derrière que ça risque le plus. Donc ici, je reviens, on a notre boîte où là-dedans on gère absolument tout, c'est-à-dire non seulement les déplacements, mais aussi, vous voyez donc la boîte noire, non seulement les déplacements, la carte Wi-Fi, la mémoristique, mais également l'intelligence artificielle. Donc là, c'est un algorithme, ou plusieurs algorithmes qui suivent en fait une architecture, ce qu'on appelle neuronale,
C'est-à-dire qui suit ce que vous et moi on a, c'est-à-dire les neurones et l'architecture neuronale que l'on... Alors on avait un bipède qu'on n'a jamais commercialisé, qui s'appelait Curio, pour Quest for Curiosity, donc la requête, la recherche de la curiosité. Et Curio était le premier bipède au monde, maintenant Honda en a un, qui s'appelle Asimo. Et Curio était juste fantastique comme produit. Il avait trois OS qui chacun gérait l'intelligence artificielle, l'équilibre et le déplacement. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre Curio sur une balle, faire bouger la balle, une grosse balle, faire bouger la balle, et en permanence, il s'équilibrait, il ne tombait pas. On avait fait des pubs de Curio sur une planche de surf. Donc ça, c'était au Japon aussi, quand j'allais régulièrement au Japon, parce que là, j'étais déjà basé à Berlin. Et c'était Curio représentait la mascotte de Sony. Et c'était vraiment un produit extraordinaire qui parlait plusieurs langues, qui dansait le French Cancan. Je ne sais pas si vous avez été voir sur ma chaîne YouTube. Il y a TF1 avait fait toute une série justement sur les robots. Et on avait été, et donc on avait montré Curio en train de danser le French Cancan à Bordeaux. La scène est futuriste et pourtant se déroule bien en 2005. Un humanoïde baptisé Curio qui se promène paisiblement avec Aibo, son animal de compagnie. Mais ne vous y trompez pas, ces deux personnages sont loin d'être des jouets. Des caméras remplacent les yeux, des moteurs font office d'articulation, enfin des ordinateurs leur donnent un début d'intelligence. Mais le plus dur pour eux est de se déplacer sans chuter, ou comme ici avec un modèle concurrent, de gravir ou descendre les marches d'un escalier. Et voici la dernière évolution vers un mimétisme parfait du genre humain. À gauche de l'écran, un Curio d'ancienne génération qui avance de manière saccadée, alors qu'à droite, son congénère pose d'abord le talon pour obtenir une démarche réellement souple. On a commencé en 1993 avec des robots sous forme animale qui avaient au départ 6 pattes, parce que le gros défi au niveau de la robotique, c'est la marche et le déplacement. Donc 6 pattes, c'était plus facile à faire déplacer. Puis 4 pattes. Puis en 99, nous sommes arrivés avec un robot bipède qui donc maintenant marche et a une marche de plus en plus naturelle, exactement comme un homme, mais qui peut également sauter, qui peut également courir. Courir, mais aussi danser le French Cancan avec un vrai sens du rythme. Pour l'instant, ces robots ne sont pas commercialisés, mais les Japonais envisagent déjà de les utiliser comme aide domestique, par exemple pour les personnes âgées. Mais cela devrait prendre encore quelques années. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est vraiment, si vous me demandez la grosse tendance que l'on va voir, déjà parce que le gouvernement commence à investir un peu d'argent dessus, mais surtout parce qu'on le voit partout. On peut le retrouver partout en marketing. Les campagnes marketing que vous retrouvez, si aujourd'hui vous mettez de l'intelligence artificielle derrière, vous savez ce qui a marché dans le passé. Vous savez ce qui peut marcher dans le futur, basé sur justement les nouveaux produits qui vont sortir sur l'expérience du passé. Donc en fait, à partir du moment où vous mettez un algorithme d'intelligence artificielle derrière n'importe quoi, il faut qu'il y ait du volume, encore, il faut qu'il y ait la véracité, comme je vous expliquais, il faut qu'il y ait la vélocité, il faut la rapidité. Mais si ces 4 V de la big data sont respectés, derrière, l'intelligence artificielle permet vraiment d'accomplir ce qu'on veut. Au niveau électronique, pareil, donc si je me rapporte un petit peu plus à ce que vous faites aujourd'hui tous les jours, imaginez un produit électronique avec l'intelligence artificielle, Huawei en Chine, le téléphone portable, la marque de téléphone portable, utilise l'intelligence artificielle pour aider les gens à mieux utiliser leur téléphone et à être plus pertinent sur l'utilisation et sur tout ce qu'ils peuvent faire avec. Donc, c'est là où il y a quelque chose... Moi, je serais à votre âge aujourd'hui, je serais à votre place. Et en face de moi, je me dirais, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me focaliserai. En tout cas, si ce n'est pas quelque chose vraiment qui vous intéresse à fond, il faut quand même garder à l'esprit que c'est vraiment le futur, le futur qui est là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous le retrouvez de plus en plus. Beaucoup de gens, quand je suis interviewé, me disent l'intelligence artificielle, ça me fait peur. L'intelligence artificielle, ça va remplacer mon boulot. On va avoir des robots qui vont nous remplacer. Et à chaque fois, je dis la même chose. Je dis non, c'est pas vrai. Si nos arrière-grands-parents ou vos arrière-arrière-grands-parents avaient réagi comme ça, aujourd'hui, on n'aurait pas le téléphone, par exemple. C'est là où le point est super important. C'est que c'est vrai, s'il y a des patrons véreux
qui disent moi je vais mettre l'intelligence artificielle pour remplacer les gens, ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas voir. Ce qu'il faut voir, c'est que des patrons qui diraient je vais utiliser l'intelligence artificielle pour rendre le job de mes employés plus engageant et plus intéressant, mais derrière, je m'engage à ce que les gens qui faisaient ce travail qui est un peu rébarbatif fassent autre chose et soient formés pour faire autre chose. Et c'est là où l'intelligence artificielle va nous aider. Là, pour l'intelligence artificielle, je pense que c'est important que tout le monde se mette autour de la table et décide les limites. C'est comme ce qu'on fait en médecine aujourd'hui, il y a un comité d'éthique en médecine. Il faudrait qu'il y ait un comité d'éthique au niveau de l'intelligence artificielle. Mais ce que j'ai entendu, c'est que ça fait partie des stratégies du gouvernement. Et surtout, et là je vais vous en parler plus par la suite, Mirambo Healthcare, qui est donc l'entreprise qui fait Diaby Life, donc qui est l'entreprise, je dirais locale, parce que mon cofondateur, les deux cofondateurs, mon cofondateur, M. Mirambo, est basé vient de Saint-Justin. Donc Mirambo Healthcare, une entreprise donc maintenant qu'on a fondée à Bordeaux, qui donc gère alors je crois que je vous ai mis après des écrans, voilà. Qui gère le diabète. En fait, c'est la seule application au monde qui gère la dose d'insuline que doivent s'injecter les diabétiques, en général de type 1, mais également on gère le diabète de type 2. Il y a deux types de diabète, un qui est assez sévère de type 1 et un peu moins, le type 2. Vivre avec le diabète peut devenir compliqué, que ce soit pour les patients, leurs superviseurs ou leurs aidants. Surtout lorsqu'il faut calculer la dose d'insuline à injecter quotidiennement. Et s'il existait une application facile, sûre et efficace pour gérer de manière autonome votre diabète? Voici Diaby Live, une application qui vous aide à gérer votre diabète basée sur le protocole de votre médecin. Voyons comment se passe une journée avec Diaby Live. Après votre session de sport, ouvrez l'application, entrez les détails de votre activité et le temps passé. Profitez d'un bon repas avec des amis ou de la famille et mettez simplement à jour l'application avec ce que vous avez mangé. Une fois que vous avez vérifié votre niveau de glycémie, l'application se connectera automatiquement à votre glucomètre par Bluetooth et mettra à jour les données. Avec ces informations et le protocole de votre médecin, l'application calculera la dose exacte d'insuline que vous devrez vous injecter. En plus de cela, Diaby Live sert d'outil de téléassistance pour les patients. Avec Diaby Live, vous pouvez toujours rester en contact avec votre réseau privé d'aidants en partageant vos expériences et en échangeant vos commentaires. Maintenant, profitez d'une vie normale et sans soucis, comme tout le monde. Pour en savoir plus, visitez aujourd'hui notre site diabylive.com. Là, c'est la photo officielle quand on a gagné au CES de Las Vegas au mois de janvier le prix de l'innovation. Pas rien. C'était vraiment super d'être capable de gagner ça pour une entreprise. Alors, ça, j'ai mis que cette photo, mais en plus, il a gagné tous les prix Lépine de 2016, tous. Donc c'est un produit qui aujourd'hui n'est pas encore lancé parce qu'on attend la certification de la sécurité sociale, mais c'est un produit qui va nous permettre, je pense, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ce produit. Alors je vous ai mis quelques écrans sur Diaby Live. It's a fascinating concept, and when do you anticipate this being available? When do you? Yeah. If I had $1 for you. I have no idea. We're hoping this year. Process. We're definitely hoping wonderful. this year. That'd be great. And you're here at CES primarily to do what? To find someone to partner with, to get the product knowledge out. Yeah, well, many things. Number one, because we got the award, so Right. that was very important to us. That's not an easy award to get. I'd no, be very it's proud not. of that. Yeah, I mean, we're really, very, that's very quite proud an of it. accomplishment.